Ce 30 mai, je quitte le nord-est de la Hongrie pour Budapest, l'ultime étape de mon voyage. Après avoir visité le nord-ouest, le lac Balaton, le sud, le centre et nord-est, je vais passer 5 nuits à Budapest pour visiter la capitale et ses environs. J'aurai ainsi bouclé mes 4500 km en Hongrie. Je regagne mon logement assez loin du centre-ville, dans un bâtiment qui fait hôtel, et aussi et surtout restaurant, sur place ou à emporter. Vu sa situation proche d'un centre commercial et le monde qui fait la queue pour commander son plat, ça s'annonce mal côté tranquillité. Mais finalement, après 22 heures, tout est très calme. Ouf! Bien entendu, même à une heure tardive, je ne peux m'empêcher d'aller dans le centre-ville, et plus particulièrement près du Parlement. Ça sera suffisant pour aujourd'hui, et comme on dit souvent, demain il fera jour. Aujourd'hui il fait beau. Je décide donc de remettre la visite de Budapest à demain et d'aller un peu plus au nord. Le Danube y dessine une courbe. Ils l'ont appelée la courbe du Danube. Original, non ? Au niveau de la ville de Szentendre, une île d'une bonne vingtaine de kilomètres sépare le Danube en deux. Ceci est le petit Danube, avec l'île de Szentendre au fond. À proximité de Budapest se trouve la ville de Szentendre. Très fréquentée par les touristes, elle a également attiré de nombreux peintres. Il faut reconnaître qu'avec ses rues pavées et ses petites maisons colorées, elle a tout pour plaire. Je me dirige vers l'île de Szentendre pour droner. Je laisserai ma voiture sur un parking et ferai le reste de la balade à pied. De nombreux touristes campent sur cette île. Ils louent une carriole pour transporter leur matériel et s'installent au bord du fleuve.
Wish that it was simple. I wish there was a way to fix what I have broken, to change the way I'm made. La citadelle de Visegrad, également appelée Château des Nuages, a été construite entre 1240 et 1255 à 350 mètres au-dessus du Danube. Si l'on vient au château, c'est surtout pour la vue à couper le souffle qu'il propose sur le fleuve et sa fameuse courbe. You don't know if the world was on fire, I'd fight it for you. I'd cry enough water and breathe all the fumes, all the burns in this skies. I'd wear like tattoos, and if it meant dying, then I'd die for you. I'd die for you. 'Cause I don't wanna know what living's like without you. I can't do this without you. But there's a million things to say to you. I wish you knew how hard it is for me to let you know. 'Cause you don't know. If the world was on fire, I'd fight it for you. I'd cry enough water and breathe all the fumes and all the burns in this skies. I'd wear like tattoos. Je vais gravir 400 marches d'un escalier en colimaçon pour arriver à la base du dôme, d'où j'aurai une vue sur la ville et le Danube. I'd die for you. I'd die for you. Cette journée sera consacrée à la visite de la ville, en commençant par le marché. Mais ce n'était pas une bonne idée d'y aller un dimanche. 3/4 des boutiques sont fermées. Mon hôtel étant à 7 km du centre-ville, c'est en voiture que je vais y aller, avec pour mission, trouver une place, si possible gratuite. Voilà, c'est fait. Construit au XIXe siècle pour remplacer les marchés de plein air, la façade de ce bâtiment fait penser à une gare. Il est en briques, avec des tours néo-gothiques, et ses toits sont recouverts de faïence. L'intérieur est encore plus pittoresque avec cette vaste nef à la voûte métallique. La ville actuelle de Budapest, capitale de la Hongrie, a été créée le 17 novembre 1973 par la fusion de Buda et de Pest. Buda se situe sur les hauteurs de la rive droite du Danube et Pest dans les plaines de la rive gauche.
Je me dirige vers la grande synagogue de Budapest. Pouvant accueillir 3000 personnes, la plus grande synagogue d'Europe et deuxième au monde après celle de New York, fut construite entre 1854 et 1859. D'inspiration byzantino-mauresque, c'est un édifice en briques colorées, décoré de céramique et pourvu de 2 tours à bulbes semblables à des minarets. L'intérieur, majestueux, est entouré de 2 étages de galeries en bois, éclairés par 2 grands chandeliers de 1,5 tonnes chacun. On peut également apprécier la richesse de la décoration, notamment celle de la voûte. À l'extérieur, le jardin du souvenir, où reposent 2000 personnes. Un sol pleureur en acier honore la mémoire des Juifs hongrois morts pendant la guerre. La construction de la basilique Saint-Étienne débuta en 1851 et après de nombreux défis, notamment l'effondrement de la coupole en 1868, elle fut finalement achevée en 1906. La façade austère s'ouvre par un porche surmonté d'un fronton sculpté montrant la Vierge entourée de saints hongrois. L'intérieur surprend par sa grandeur et son ornementation à grand renfort d'or et de marbre. La coupole, de 96 mètres de hauteur, est ornée de mosaïques. Visions of you, the film in my head, drifting into the bluish night, Santa Barbara Riverhead. I went to a spot, I hit the machine. It was playing some old Neil Young, too high for me to sing. La Sainte d'Extre a une valeur inestimable en Hongrie. Cette relique est la main droite du roi de Hongrie, Saint Étienne Ier, canonisé en 1083 pour l'évangélisation de son pays. C'est bien beau tout ça, mais j'ai tellement fait de tours et de détours dans la ville que je ne sais plus où je suis garé. Heureusement, j'ai enregistré mon emplacement sur Google Maps. Mais voilà, il ne me reste que 5% de batterie sur mon portable et c'est presque en courant que je regagne mon véhicule. Ça y est, je suis en voiture et je me dirige au sud de Budapest, à une quinzaine de kilomètres dans la forêt alluviale de Haros-Sziget, composée de la presqu'île du même nom et d'un bras mort du Danube. Space between lonesome and okay. There's no way to shake, no power of will. 'Cause loving the things you love makes you feel the things you feel. It's the strangest feeling. Retour à Budapest, sur la rive droite du Danube, dans le quartier du Bastion des Pêcheurs. J'ai trouvé un emplacement gratuit pour ma voiture et c'est à pied que je m'y rends. C'est vers 1255, sous le règne du roi Béla IV, que débute la construction de l'église Notre-Dame de l'Assomption du château de Buda. Plus de 20 ans seront nécessaires à l'achèvement de l'église. Elle sera agrandie à plusieurs reprises. C'est le roi Matthias Corvin qui l'agrandira et l'embellira en dernier, durant son règne de 1458 à 1490. Au XIXe siècle, l'église aura son appellation populaire, l'église Matthias. And
Cette promenade, construite entre 1895 et 1902, est un ensemble néo-roman de remparts et de tourelles. L'origine de son nom est incertaine. Il viendrait de l'existence de corporations de pêcheurs qui participaient activement à la défense de la ville. Il comprend 7 tours, chacune représentant une des tribus magyares qui ont fondé la Hongrie au IXe siècle. Beaucoup de gens attendent je ne sais quoi, ça doit être important. Alors je fais la même chose et je comprendrai d'ici quelques minutes pourquoi. Je retourne doucement à mon hôtel, mais je ne peux m'empêcher de photographier ce monument magnifique, ainsi que ceux alentours. Et je dois avouer que ce coin de Budapest est plutôt agréable, par sa vue magnifique sur la ville, mais aussi par l'ambiance animée et pourtant sereine qui y règne. Aujourd'hui, 2 juin, je vais quitter Budapest. J'en ai peut-être marre de la ville parce que je vais faire plus de 150 km et 2 heures de route pour faire voler mon drone. Il faut dire que la fin de ce voyage approche et j'avais sans doute envie de nature. Je me dirige donc vers le lac Feher, situé au sud de Budapest, et j'irai ensuite survoler la Tisza, vers Csongrád. Sur la route, des champs de sureaux, cultivés pour leur baie. Le lac Feher doit son nom à sa couleur provenant des sels de chaux colloïdaux et d'un limon de chaux carbonique blanc grisâtre qui s'accumule sur le fond. D'une superficie de 14 km², il est le plus grand lac d'eau salée de Hongrie. Il est soigneusement protégé car il abrite 280 espèces d'oiseaux et également en raison de sa flore ancienne. C'est aussi une étape importante dans la migration des oiseaux européens.
C'est pour ainsi dire mon dernier jour de visite en Hongrie. Je vais le consacrer à Budapest et plus particulièrement au Parlement. L'entrée coûte 16 € quand même, mais il fallait réserver. Je n'obtiens une place que pour 14 heures. Alors en attendant, je vais aller à une ancienne usine à gaz située à une dizaine de kilomètres du centre-ville. L'usine à gaz d'Óbuda, inaugurée le 15 juin 1914, figurait parmi les plus modernes du continent. Elle pouvait produire jusqu'à 250 000 m3 de gaz par jour. En 1980, Budapest étant passée au gaz naturel, l'usine sera mise hors service en 1984. Me voici au Parlement hongrois. Construit de 1885 à 1902, il est le siège de l'Assemblée nationale de Hongrie. Situé sur le Danube, ce monument gigantesque de 18 000 m² de style néo-gothique s'organise autour d'un dôme central de 96 mètres de hauteur. Lorsque je rentre dans le bâtiment, plusieurs mots me viennent à l'esprit. Éclat, somptuosité et majesté, autant par les dorures que par la décoration étincelante. Mais l'apothéose vient devant l'escalier d'honneur, décoré de fresques. Dans le salon des députés, des statues représentent les principaux métiers du commerce et de l'industrie. We made our way to a hill beside the sea. With salt in the air and sand on our feet. We felt the sun as it burned upon our skin. Je vais entrer dans la salle de la coupole, surveillée par 3 gardes 24 heures sur 24. Ici, films et photos interdits. Dans cette immense salle qui comporte 16 côtés, sont exposés les joyaux de la couronne. Celle-ci, dite de Saint-Étienne, a sans doute été réalisée au XIe siècle. Sa partie inférieure, d'inspiration byzantine, est composée de plaques d'émail serties de pierres précieuses et représentant des saints et archanges. La partie supérieure, latine, est constituée de 2 plaques d'or émaillées croisées. La croix oblique termine cette partie. C'est sans doute le temps qui lui a donné cet air penché. Le sceptre, en argent et cristal de roche, serait à la fois d'origine égyptienne et hongroise. Le globe, surmonté de la croix patriarcale, remonterait au XIVe siècle, l'épée d'un atelier vénitien du XVIe. Je quitte le Parlement pour me rendre dans le quartier du château de Budapest. Pas pour le visiter, mais pour profiter de la vue sur la ville.
C'est ma dernière journée en Hongrie. Elle sera principalement consacrée à la restitution de mon véhicule et au change de forain en euros. Puis, me retrouvant sans moyen de locomotion, c'est à pied que j'irai découvrir un quartier proche de mon hôtel, le parc Városliget, qui signifie le bois de la ville. Je dis proche de mon hôtel, mais j'aurai quand même parcouru une quinzaine de kilomètres. C'est par ce quartier très sympathique de Budapest que se termine mon voyage de 3 semaines en Hongrie, où j'aurai parcouru 4500 km. Si vous m'avez suivi depuis le début, vous savez que me sont arrivés pas mal de problèmes. Perte de carte bleue, avalée par un distributeur de billets, piqûre de guêpe et des PV pour temps de stationnement dépassés, que je ne vous ai pas signalé d'ailleurs. C'est pourquoi, les jours suivants, je n'ai pas pu ou su apprécier ce voyage à sa juste valeur. Maintenant que le montage vidéo est terminé, m'obligeant à me replonger dans mes films et photos, je dois reconnaître que la Hongrie est un très beau pays, riche en histoire par ses églises et ses autres monuments, et par sa nature intacte, parfois sauvage, où il est bon d'y passer un moment seul. Je vous invite à y aller, sans forcément passer par une agence de voyage, car lorsqu'on a loué une voiture, il est très facile d'y circuler et d'y trouver un logement, sans parler des restaurants qui pullulent. Vous trouverez forcément des choses à faire qui sont propres à vos goûts. Alors vite, allez-y!